Ok. Super. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la sensibilité interculturelle en Afrique francophone. Et bienvenue à cette discussion. Je m'appelle Cécile Azoui-Todé, je suis la représentante pays de Catalyst Plus au Bénin. Et avant de commencer, nous avons quelques points logistiques à préciser. Donc, il s'agit d'une discussion en panel et les microphones des participants resteront fermés pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser à tout moment en ajoutant dans la boîte de questions-réponses. Si la question s'adresse à un pénaliste en particulier, veuillez ajouter le nom et lorsque il serait possible, nous répondrons à toutes les questions. Et aussi, à la fin de la séance, nous aurons 10 minutes pour répondre aux questions restantes. Le webinaire sera enregistré et publié sur notre site MyCatalyst Plus et sera également partagé avec tous les conseillers qui effectueront des mandats en Afrique francophone à l'avenir. Il s'agit aujourd'hui de la troisième séance d'une série de 5 webinaires sur la sensibilité culturelle régionale. Lors de chaque séance, nous mettons en lumière l'une des régions où nous travaillons. Aujourd'hui, nous parlerons de la région de l'Afrique francophone où notre programme AWE est mis en œuvre. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Nous reconnaissons que chaque région et chaque pays où nous travaillons possède des normes et des pratiques culturelles distinctes et qu'il faut du temps et de l'expérience pour comprendre et naviguer les différences culturelles. Notre personnel sur le terrain fournit des informations et des conseils précieux aux conseillers avant et pendant chaque mandat, mais nous souhaitions créer une plateforme permettant des discussions plus approfondies sur les subtilités culturelles de chaque pays afin de mieux préparer nos conseillers à leurs affectations. Au-delà d'un esprit ouvert, de la patience et de la flexibilité, une bonne connaissance de la culture dans laquelle vous travaillez contribuera grandement à établir une relation solide avec le partenaire et à mener à bien un mandat réussi. Nous avons aujourd'hui un panel d'intervenants exceptionnels. Nous pouvons commencer par nos conseillers. Nous avons Madame Warda Belaribi. Je vous cède la parole pour vous présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation à ce panel. Je me présente, je m'appelle Warda Belaribi. Je suis expert spécialisé en développement des organisations et transformation organisationnelle, ce qui inclut aussi la gestion du changement et le genre aussi. Donc, mon parcours est assez atypique. Donc, j'ai quand même une formation à l'ENAP au milieu de la fonction publique. Donc, j'ai travaillé au niveau des municipalités, des MRC. Et je me suis impliquée dans la coopération internationale depuis 2015 avec plusieurs structures canadiennes, dont Catalyst Plus. Donc, j'interviens beaucoup au Sénégal. J'ai intervenu aussi beaucoup au Bénin et en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vraiment euh, couvert 3 pays qui sont complètement différents aussi au niveau de la sensibilité culturelle. Donc, j'interviens, je travaille beaucoup dans le genre et le développement organisationnel, la mise en œuvre de programmes aussi, comme celui de Catalyst Plus. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir débattre sur ce sujet avec vous. Merci. Merci beaucoup, merci. Et Monsieur Savadogo Sibiri, vous avez la parole pour vous présenter. Oui, merci beaucoup. Bonjour Cécile. Merci à tous d'être là. Mon nom c'est Sibiri Sawadogo. Je suis agroéconomiste de formation de l'Université Laval. Mon parcours professionnel, je travaillais pour le gouvernement du Burkina Faso, 6 ans. Ensuite, 14 ans pour la coopération canadienne, notamment en poste au Rwanda, au Mali, au Burkina Faso. Et j'ai passé mes dernières 15 années de profession à la Banque mondiale à Washington.
Je suis coopérant volontaire de Catalyse Plus depuis 2017. Donc, j'ai fait le Burkina Faso, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Togo. Ma zone de concentration, c'est surtout la recherche de financement et aussi l'agroécologie. Alors, ça me fait plaisir de partager mon expérience avec vous et je suis disponible. Merci beaucoup, merci à vous deux. Ensuite, nous avons Pélagie Mazalo du Togo et Jacob Kobena du programme AWE qui est en Côte d'Ivoire. Pélagie, tu pourrais te présenter, merci. Merci beaucoup, Cécile. Je suis Badabo Mazalo Passinsoué Pelagi. Je suis sociologue de formation et j'ai travaillé dans les ONG depuis 2006 et à partir de 2023, j'ai rejoint Catalyst Plus en tant qu'agent de projet. Et je suis au Togo. C'est de là que j'interviens. Donc, merci. Merci. Merci, Jacob. Oui, merci, merci. Bonjour à Cécile, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir participer à ce panel. Je suis Jacob Kobena, je suis anthropologue de formation et j'ai fait aussi une formation en gestion de projet. Également, je suis titulaire d'un doctorat en anthropologie, précisément en anthropologie culturelle. Et donc, ça fait déjà quelques années que je travaille aussi dans le milieu organisationnel des associations. Et dans mon parcours, j'ai été chez ONU Femmes, où j'ai travaillé sur les questions d'autonomisation économique de la femme et des violences basées sur le genre. Donc, tout au long de ce parcours-là, j'ai quand même pu me confronter à certaines réalités concernant surtout les femmes. Et depuis 2021, oui, depuis 2021, je suis chez Catalyst Plus et j'apporte un soutien stratégique et logistique essentiel afin de véritablement favoriser des interventions efficaces de sorte que quand les conseillers, les partenaires, lors des rencontres, des échanges, je puisse créer ce pont à travers ces différentes cultures, la culture canadienne et la culture ivoirienne. Donc, être ce dynamique culturelle locale afin de faciliter la coopération internationale. Donc, à ce sujet-là, je fournis un peu de l'expertise au niveau de la culture ici en Côte d'Ivoire. Donc, je suis aussi en Côte d'Ivoire et j'interviens depuis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, merci Jacob, merci à vous deux, Pélagie et Jacob. Et l'ordre du jour se présente comme suit. Nous avons le mot de bienvenue et de présentation. Nous aurons une petite séance de brise-glace qu'on appelle Metimeter. Nous aurons des questions d'ouverture à nos conseillers Catalyst Plus et aux équipes terrain. Nous aurons deux études de cas et des discussions, quelques questions-réponses du public et nous terminerons par encore un autre Metimeter et la conclusion. Donc, si la régie est avec moi, nous allons commencer la partie de brise-glace. Donc, je vais vous demander de sortir vos iPhones, vos smartphones, excusez-moi, vos smartphones et de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et vous allez essayer d'utiliser un ou quelques mots seulement pour répondre à la question suivante qui est: que signifie selon vous la sensibilité culturelle? Donc, pour vous, que signifie la sensibilité culturelle? Donc, vous prenez vos téléphones et vous scannez le QR code et vous pouvez dire en un mot ou deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça a commencé déjà. On a la compréhension. OK, OK, allez-y, allez-y, un, deux mots, trois mots. C'est quoi la sensibilité culturelle d'après vous? On a le respect. OK, OK, allez-y. La considération, oui. Toujours le respect de la différence, la capacité d'adaptation. OK, OK, on a une bonne moisson là. OK, on a quoi? Le respect aussi, l'écoute. L'écoute qui est là.
Hmm, on a quoi d'autre? Ok, nous avons le respect de la différence, nous avons l'écoute, la considération, capacité d'adaptation, la compréhension, la tolérance, le respect, et le fait de s'ouvrir à l'autre. Ok, le respect de la différence. Ok, s'ouvrir à la perception du monde. Ok. Ok, super. Je pense que tout le monde a répondu. Nous avons une belle moisson. Donc, d'après vous, si je récapitule, nous avons pour la sensibilité culturelle revient au respect de la différence, à la considération de l'autre, à l'écoute, à la capacité de s'adapter, la tolérance, l'écoute encore, l'ouverture, s'ouvrir à la perception du monde, le respect, apprécier la différence et puis encore le respect aussi. Merci beaucoup, merci de vous être prêté à l'exercice et nous allons continuer avec des questions à nos pénalistes. Nous avons trois questions. Ok. La première question, c'est pour les quatre pénalistes et chacun a 2 minutes pour y répondre, 2 minutes maxi pour y répondre. Alors, c'est quoi la première question? Elle dit ceci. Quelles sont vos deux principales recommandations concernant les normes et pratiques culturelles dont les conseillers et conseillères devraient être conscients avant de commencer à travailler avec le partenaire? Je répète, quelles sont vos deux principales recommandations concernant les normes et pratiques culturelles dont les conseillers et conseillères devraient être conscients avant de commencer à travailler avec le partenaire? Je vais commencer par Madame Warda. OK. Merci. 2 minutes. Oui, 2 minutes. Mais pour moi, les deux recommandations avant de commencer avec le partenaire, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est la notion du temps. Donc, il faut la comprendre parce que c'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, on est sous pression, on doit exceller, donc la notion du temps n'est pas la même. Donc, moi, je conseille de quand on fait le plan de travail pour le proposer aux partenaires, il faut mettre de la marge de manœuvre dans les activités parce que on veut faire beaucoup d'activités, mais ce qui est réalisable au Canada en termes de plan de travail n'est pas forcément réalisable au Bénin, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc, il faut mettre une marge de manœuvre dans les activités et il faut bien se dire et aussi prioriser les activités qui vont avoir un impact lors du mandat, de la réalisation du mandat pour le partenaire. Donc, et puis se dire qu'on ne peut pas tout faire, mais si on a au moins 2 ou 3 activités qui sont un succès, c'est le principal. Il faut partir avec cette idée-là. Moi, c'est ma recommandation par rapport à ça. La deuxième aussi, connaître aussi l'environnement dans lequel on est, parce que quand on parle de temps, il faut comprendre pourquoi des fois les réunions ne se tiennent pas à l'heure aussi. C'est qu'il y a des environnements qui ne permettent pas aux participants d'être à l'heure. Donc il faut connaître, ça peut être la période des saisons si vous êtes en milieu urbain, même en milieu rural. Donc ça a un impact sur la mobilité et le transport pour aller il y a beaucoup de choses, mais comme il n'y a que 2 minutes, ça c'est la première. Merci. La deuxième recommandation, c'est de prendre soin de personnes avant de parler de mandat. Il faut connaître les personnes parce on est en affectation, on va être avec des personnes, donc il faut les connaître. Donc il faut accorder du temps quand on arrive chez le partenaire, déjà de connaître son partenaire, de connaître le staff du partenaire et après connaître un petit peu c'est quoi aussi un petit peu leur façon de voir les choses aussi, mais ne pas rentrer dans le vif du sujet dès les premiers jours. Donc ça c'est parce que c'est comme ça aussi qu'on va installer un climat de confiance et on parlait de respect, de considération, tous ces mots-là qui sont sortis. C'est à ce moment-là aussi que va venir jouer un rôle important pour justement ressortir ces mots-là. Donc ce sont mes deux recommandations. Merci. Merci beaucoup, Arda. Merci beaucoup. Je vais aller du côté de Jacob. Jacob, d'après toi, quelles sont les deux recommandations que tu dirais bien à un conseiller qui viendrait en Afrique francophone pour une affectation? Merci beaucoup, Cécile.
Déjà, moi, j'aurais certainement à dire peut-être deux expressions, sinon deux mots qu'il faudra que le conseiller puisse garder à l'esprit en venant pour une première fois faire un mandat avec un partenaire ici, c'est la flexibilité. La flexibilité, une fois sur place, parce que en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, selon ce qui a été défini dans le plan de travail, une fois sur place, les choses peuvent évoluer. Voilà, on a le cas, par exemple, d'un partenaire avec qui on avait fait même la rencontre virtuelle avec le point focal, mais au moment de la venue du conseiller, il se trouvait que le directeur du cabinet en question avait été changé. Donc, celui qui était arrivé, il n'avait pas véritablement de connaissance sur le dossier, et donc c'était quand même un peu difficile. Donc, il fallait que le conseiller soit vraiment flexible et s'adapter à ce qu'il a trouvé sur place. Et l'autre élément, c'est la considération et le respect. La considération et le respect. Ici, en Côte d'Ivoire particulièrement, la question du respect de la hiérarchie est très, très, très importante, c'est-à-dire les titres. Donc, il faut que le conseil aussi, en venant, il sache que avant qu'on vous dise appelez-moi par mon prénom, il faut commencer à saluer la personne ou à appeler la personne monsieur ou bien monsieur le directeur. Voici ce que je pourrais déjà dire sur cette question. OK. Merci beaucoup, Jacob. Merci. Je note la flexibilité, je note l'écoute, l'adaptation, le respect. OK. Je vais aller maintenant du côté de Pélagie. Alors, Pélagie, qu'est-ce que tu dirais tu donnerais comme deux recommandations? Oui, merci beaucoup, Cécile. Comme recommandation, les autres ont beaucoup dit. Je dirais que, par exemple, au Togo, d'abord, il faut comprendre la hiérarchie sociale. Alors, comprendre la hiérarchie sociale, c'est de savoir que les relations sociales et professionnelles sont tellement influencées par la hiérarchie. Alors, les conseillers doivent comprendre que souvent, les décisions sont tellement prises et influencées par les chefs traditionnels si jamais ils vont dans des milieux ruraux. Et aussi, savoir, comme Jacob l'a déjà dit, être flexible sur le temps. Le, dans le milieu rural, les communautés, des fois, attendent que le conseiller peut-être soit là avant qu'il ne commence pas à sortir. Alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la notion de temps, mais comme c'est un peu un étranger qui arrive, alors tous ont l'idée que l'étranger arrive et puisqu'il puisse sortir. Le conseiller doit vraiment avoir de la patience. Donc, je vais parler de la patience pour être dans la flexibilité et travailler. Une autre recommandation, c'est par rapport à la notion du genre. Je vais parler du genre pour dire que dans de nombreuses communautés, les rôles entre les hommes et les femmes sont fortement définis par la tradition. Alors, il faut tenir compte du genre et des normes culturelles. Certaines décisions sont prises par les hommes, bien que les femmes peuvent les donner, mais par rapport à la culture, à la tradition, c'est donner l'autorité à l'homme de répondre, même si la femme a la réponse. Alors, c'est par rapport aux tâches du conseiller que la femme pourrait intervenir et donner son avis. Alors, il faut avoir une idée sur le genre. Merci beaucoup. C'est les deux recommandations que je puisse donner. Merci beaucoup. Merci. On va finir avec cette question par Monsieur Sawadogo. OK. Quelles sont vos deux recommandations que vous Oui, donnez? merci. Alors, mes deux recommandations, la première, c'est être patient et flexible. Ça a déjà été dit, mais je le renforce quand même. Et ma deuxième recommandation, c'est respecter les personnes, la culture et les valeurs. Alors, pour revenir à la première recommandation, qui est d'être patient et flexible,
c'est qu'il y a beaucoup de paramètres environnementaux et sociaux qui sont beaucoup plus importants dans les pays où nous travaillons qu'au Canada, par exemple. Juste la visite d'une autorité politique dans une localité peut perturber l'agenda qui était programmé longtemps à l'avance avec le partenaire. Il faut en tenir compte. Un dessert, ça a le même effet, ça peut être plus important que toute la programmation et on doit revoir tout le programme en fonction de cet événement-là. Donc, c'est très important à ce moment-là d'être patient, donc de comprendre ce qui se passe et de s'adapter à ce qui se passe. L'exemple que je peux donner au Togo, j'avais fait mon programme avec mon partenaire, tout fonctionnait bien. J'avais un interprète et on a commencé la rencontre avec des femmes en agriculture. Et le deuxième jour, mais la femme de l'interprète a accouché. Et la patronne de l'organisation a trouvé ça beaucoup plus important que de respecter l'heure de rendez-vous avec les femmes au village. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est, dans un premier temps, aller saluer la famille, le bébé, et c'est après ça qu'on est rendu au village. Donc, on a accusé un retard, mais quand on a expliqué ça aux femmes à l'arrivée qu'on était allé féliciter les parents du bébé de l'interprète, ben, elles étaient toutes contentes, elles comprenaient très bien pourquoi on était en retard et elles étaient prêtes à prolonger la séance pour rattraper le retard qu'on avait accusé le matin à cause de cet événement-là. Donc, être patient et s'adapter, être flexible à ce qui se passe et puis s'ajuster en conséquence. Alors, le deuxième point, c'était respecter les personnes, la culture, les valeurs locales. Bon, c'est l'exemple que je donne. Alors, avant de pondre un œuf, l'oiseau doit préparer le nid. Sans un nid solide et douillet, il y a des risques élevés que l'œuf il se brise. Donc, le respect des personnes, de la culture et des valeurs locales représente le nid qui recevra la prestation du CV. Plus ce nid est solide et douillet, plus les chances sont élevées de produire des résultats acceptables. Alors, donc, les choses importantes à considérer dans ce contexte-là, c'est la langue. Ce que je fais d'habitude pour les langues, c'est tout simplement apprendre le bonjour pour que à la première rencontre, ça puisse être l'arme, l'outil que j'utilise pour briser la glace. Les salutations, je pense, ça a déjà été dit. Donnez le temps nécessaire de saluer correctement chaque personne. Ne vous en faites pas si on vous garde la main trop longtemps. C'est pour s'assurer que le contact, la chaleur s'échange entre vous deux. Le formalisme aussi, s'assurer qu'on appelle les gens par leur nom de famille, par leur titre, monsieur, madame, et le directeur général, le coordonnateur général. Le respect des aînés, ça a déjà été dit. Donc, des fois, ne vous gênez pas si tu appelles quelqu'un mon aîné. Des fois, c'est plus, il considère ça comme un respect plus que comme une insulte, comme ça pourrait être perçu au Canada. Et la religion, essayez de ne pas vous mêler des discussions de religion, respecter les croyances des gens et respecter leurs pratiques. Donc, c'est les deux choses que je voulais recommander aux coopérants volontaires. C'est encore une fois être patient et flexible et respecter les personnes, la culture et les valeurs locales. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais aborder maintenant la deuxième question. J'avais dit qu'il y en avait trois. La deuxième question, ce serait pour les deux conseillers. OK. Et elle est celle-ci. Qu'est-ce que les volontaires canadiens devraient comprendre en priorité sur la matière en matière de bâtir la confiance et des relations solides avec la communauté? Je sais que, bon, dans vos réponses passées, peut-être que certains éléments sont apparus. Si c'est ça, on a juste 2 minutes, donc on ne va pas trop les répéter. Et puis, on pourra avancer. Donc, je donne la parole à Warda pour répondre à cette question que je répète. Qu'est-ce que les volontaires canadiens devraient comprendre en priorité sur la manière de bâtir la confiance et des relations solides dans votre communauté? Merci beaucoup, Cécile. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est surtout, faut qu'ils leur fassent comprendre qu'on est là pour eux, en fait. Oui, on vient, c'est vrai, pour une affectation, mais le centre de cette affectation, c'est eux.
Donc, ça premièrement. Deuxièmement aussi, l'écoute. On a parlé de l'écoute active. Il faut apprendre à écouter plus que parler. Moi, je parle moins, mais j'aime écouter ceux qui sont en face de moi et leur laisser s'exprimer tout au long de cette affectation. Et aussi, je pense qu'il faut les coacher aussi. Quand ils se sentent coachés aussi, c'est pas juste on vient, on essaie de réaliser un mandat, mais il faut qu'ils se sentent accompagnés. Donc, en toute équité, toute ouverture, sans jugement, sans préjugés, sans critique aussi, avec un regard critique. C'est vraiment les laisser s'exprimer et les coacher, les accompagner pour qu'ils se développent eux-mêmes dans cette affectation. Il faut qu'ils se sentent impliqués. Alors, il faut être présent aussi dans leur vie, comme j'ai dit dans la première recommandation, même quand on est là, même si c'est le premier jour, mais c'est tous les jours, c'est comment ça va, comment s'est passé la journée, est-ce que vous êtes bien rentré, est-ce que tout va bien, tout se passe bien. Il faut avoir une considération à l'humain, surtout quand on connaît l'environnement, s'ils ont des difficultés à venir pour les activités, essayer de comprendre et puis leur faire comprendre que on peut rattraper le temps d'une autre façon par la suite et que de toute façon, moi je suis à leur levons le terre et à leur disposition aussi. Donc, par exemple, j'avais accompagné au Bénin un jeune entrepreneur qui était tout le temps stressé et à un moment donné, on a soufflé, on a mis un petit peu le mandat de côté pour savoir un petit peu d'où venait ce stress. Donc, c'était la pression de ses associés, ceux qui ont investi, les attentes, ils savaient pas trop son leadership et ainsi de suite. Une fois qu'on comprend ça, Ok. on sait plus à approcher. Donc, voilà. C'est Merci. ça que je dirais aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Warda. Alors, la parole sera à Monsieur Samadogo pour continuer. Oui, Merci. oui, merci Cécile. Alors, par rapport à cette question, deux points que je voudrais souligner. Les volontaires doivent comprendre qu'ils sont des catalyseurs et non des savants en mission pour sauver les populations locales. Et la deuxième considération, ils doivent comprendre que le respect des us, des coutumes et des pratiques locales sont déterminants dans le succès de l'affectation, mais sans se dénier eux-mêmes. Ils doivent rester quand même fiers et porter leur culture canadienne. Alors, pour revenir à la première considération, qu'il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont des catalyseurs et non des savants sauveurs, c'est que les partenaires, le milieu dans lequel le coopérant volontaire va travailler comprend déjà des ressources, des personnes ressources, contient des connaissances et des savoirs qu'il faut plutôt valoriser. Je prends l'exemple au Sénégal où, quand je suis arrivé, il y avait une équipe de 6 personnes avec lesquelles je travaillais. Et dans ces 6, ils étaient tous de niveau universitaire. Et mon homologue, lui, il avait une maîtrise en sciences économiques et moi, j'avais une maîtrise en agroéconomie. Alors, dans ce contexte, il fallait surtout organiser, canaliser, aider la structure à tirer le meilleur avantage possible de cette présence de capacité de connaissance. Alors, avec mon homologue, la première semaine, dans nos rendez-vous, naturellement, j'ai fait les premières introductions, j'ai présenté les sujets, ce que les rendez-vous avec les potentiels financiers. Mais avant la fin de la semaine, mon homologue était tellement capable et tellement connaisseur que c'est lui qui dirigeait les réunions. Et ça a été tellement bien qu'à la fin de mon séjour, de la 3e semaine, c'est lui qui a fait le bilan de mon séjour, du travail qu'on a accompli. Et il a fait la présentation devant tout le collège de l'organisation. C'était une direction gouvernementale. Et ça a été tellement bien reçu. Et c'est lui finalement qui a été nommé directement en public en face de ses camarades pour continuer le travail qu'on a commencé. Donc, j'étais rassuré qu'il y avait une appropriation du travail que j'ai fait avec lui. Alors, dans le respect des us et coutumes, je pense que ça a déjà été dit, mais il ne faut pas se renier. Je reste encore au Sénégal.
le vendredi, c'est la grande prière et tout le monde vient habillé comme il faut pour aller faire la prière du vendredi. Mais le coopérant, des fois, on l'invite. Alors, ce n'est pas une raison d'y aller si on n'est pas convaincu, mais c'est pas une façon aussi de monter de l'impatience parce que c'est une perte de temps d'aller à la mosquée. Donc, encore une fois, respecter, prendre le temps de saluer les gens, considérer que les retards et les lenteurs peuvent être rattrapés. Surtout dans le cas de normes d'hygiène aussi, même quand on se sent comme pas très sécurisé par rapport aux aliments qu'on nous propose, on doit trouver des moyens, on doit trouver des techniques pour ne pas mépriser. Alors, on peut avancer l'argument, bon, ben, j'ai pris des médicaments aujourd'hui, je ne peux pas manger immédiatement, ou que, bon, je fais des jeûnes alternatifs et de ce point de vue-là, je ne peux pas manger aujourd'hui, mais quand même, ne pas mettre sa santé en jeu, mais ne pas non plus mépriser les gens par ce qu'ils font, par ce qu'ils considèrent comme important. Merci. Merci, merci, Monsieur Sabadou, merci. Nous allons aborder la dernière question pour la série des questions. Les deux questions iront à Jacob et à Pélagie. Alors, pour vous, comment exprime-t-on généralement un désaccord ou une critique dans votre pays et comment les volontaires peuvent-ils apprendre à reconnaître ces signes et à exprimer respectueusement eux-mêmes leur désaccord? Je vous prierai de rester dans les 1 minute et demie de parole. Je commence par Pélagie. Merci. Oui, merci. C'est ça pour la parole. Et pour moi, le désaccord peut être exprimé par un comportement ou par des gestes. Alors, quand je commence par le comportement, je peux dire que le silence, malgré que c'est un signe de respect dans certains cas, peut aussi exprimer un désaccord dans d'autres cas. Alors, lors d'une conversation, disons, où l'interlocuteur, à un moment donné, commence par baisser le ton ou ne répond pas, ça peut exprimer un désaccord puisque ne voulons pas directement donner une réponse qui va frustrer le conseiller ou son interlocuteur, choisit le silence et ne veut pas donner un non sec pour blesser l'interlocuteur. Alors là-bas, c'est d'avoir une vigilance de pouvoir surveiller la conversation, d'avoir un tact de l'écoute pour faire une introspection, pour voir ce que j'ai dit. Est-ce que cela n'a pas frustré mon interlocuteur? Autre signe, disons, quand je parle de gestes, dans la discussion, il se peut que vous êtes en confrontation de regard, mais quand l'interlocuteur change de regard, ne veut pas vous confronter directement et commence par être froid dans son intervention, déjà, ça exprime un désaccord et peut être exprimé par une réponse affirmative, mais qui n'a pas sa place. C'est juste peut-être pour faire avancer la discussion ou le travail, mais l'objectif ne sera pas atteint puisqu'il y a un désaccord qui est caché. Alors, comme je le disais, ça peut être exprimé par le silence ou le non-regard entre les deux interlocuteurs. Merci, merci, Pélagie. Jacob, tu as la parole. Merci beaucoup, Cécile. Sur ce point, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de résumer. Et comme Pélagie le disait tantôt, le premier élément, moi je pourrais dire en Côte d'Ivoire particulièrement, l'expression du désaccord est fréquemment ou généralement indirecte ou bien nuancée. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours perspective. Ce n'est pas tout le temps que le partenaire va tout de suite te faire savoir qu'il n'est pas d'accord sur un fait ou bien l'approche qui est adoptée pour pouvoir travailler.
Donc, cela va se traduire par le silence. Un silence qui peut être vraiment assez prolongé. Et quand c'est comme ça, le travail ne peut pas avancer. Il y a aussi le report de façon implicite. Le partenaire peut te dire, je vais réfléchir, ou bien nous allons réfléchir à ce que vous avez dit. Tout ça, c'est pour exprimer un peu son désaccord. Et puis, bon, il y a aussi l'absence d'exécution. Parfois, quand Je pensais être la seule à partir, ou bien je me disais, bien, c'est ma connexion. j'ai été Non, ce coupé. n'est pas ça. On est tous partis des problèmes techniques. Désolée. Bon, Non, c'est des choses qui arrivent. Donc, on va poursuivre. Est-ce que Madame Warda est déjà de retour? Oui, elle est là. il est là. Est-ce que, oui, je pense que les participants, ils sont toujours 17. Je pense que c'est bon. Peut-être que vous avez démarré tôt et vous avez programmé un truc de 1 heure et puis les 1 heure sont passées et puis voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est la première chose que je pensais, mais non, on a les Zooms jusqu'à. Ah, ok, peut-être parce que ça a logué Ok. plus tôt. Donc, c'est des choses qui arrivent. OK. Donc, on était avec Jacob. OK, Jacob, Oui, est-ce que tu peux, voilà, en quelques mots, d'accord. Donc, dire comme je disais, ce que tu disais? merci beaucoup, Cécile. J'avais énuméré déjà trois éléments. C'était le silence prolongé. Ensuite, j'ai parlé d'un report implicite, c'est-à-dire que le partenaire va te dire, on va réfléchir. Et puis, le troisième point dont j'étais en train de parler, c'est l'exécution. Ils n'exécutent plus les actions qu'on leur demande. Si on demande une information, le partenaire ne répond plus. Alors, on a eu un cas un peu similaire. Et ce que je peux déjà donner comme approche ou moyen pour pouvoir désamorcer ou ce que le conseiller doit apprendre dans ce cas-là, c'est encore une fois de plus la patience et puis l'adaptation, véritablement la capacité d'adaptation. Nous, dans notre cas, par exemple, on a été essayer de rencontrer le partenaire, rediscuter avec lui, voir, lui expliquer un peu l'approche de Catalyst Plus et aussi chercher à comprendre pourquoi ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait peut-être une telle situation. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement en sciences sociales l'approche par observation participative. Donc, il faut faire comme le partenaire, être dans son environnement pour mieux comprendre afin de pouvoir désamorcer un peu la situation. Donc, Merci. en plus de cela, il y a la communication aussi qu'il faut ajouter comme un autre élément. Donc, voilà ce Merci que je beaucoup. peux dire sur cette question. Merci, merci. Là, on va aborder maintenant les deux cas. Vu on est allé un peu plus dans le temps, et on était censé avoir 5 minutes, mais je pense qu'on va essayer de s'arrêter à 3, 4 minutes maxi par intervenant. Et les cas, le premier cas est affiché, mais je vais quand même le lire pour ceux qui sont en mode audio qui écoutent. Donc, on a dit que un conseiller, ça c'est le premier cas, un conseiller accompagne une PME de microfinance dans l'amélioration de ses processus. En réunion, les employés acquiescent sans poser de questions. Il interprète cela, c'est-à-dire le conseiller, comme une adhésion totale. Pourtant, les recommandations ne sont pas appliquées. En réalité, certains employés avaient identifié des contraintes, mais n'osaient pas les exprimer par respect de la hiérarchie. Alors, je vais demander à notre conseiller Warda et puis ensuite mon collègue Jacob de nous donner leur avis sur une telle situation. 3 minutes, s'il vous plaît. Merci à Madame Warda. Ok. Merci, merci. Désolée pour la caméra. Je ne sais pas depuis le redémarrage. Je n'arrive plus à mettre ma caméra. J'ai essayé, mais malheureusement. Voilà. En fait, par rapport au cas, le problème de hiérarchie se pose beaucoup, souvent même, et ça a un effet quand même sur les participants. Donc, c'est pas évident des fois de faire face à ce genre de situation. Donc, ce qu'il faudrait surtout dans ce cas, c'est aussi de voir un peu, de mettre des règles dès le départ, des règles de contribution
où chacun a un espace de parole et pour s'exprimer. Et aussi, c'est important aussi de mentionner que, en fait, quand dans la réalisation du mandat ou de l'affectation, c'est un bien commun. C'est l'objectif, il est commun. Ça va être pour tout le monde. Donc, le fait que des fois, il y a des personnes qui sont un peu se taisent et souvent, quand on est dans des ateliers, souvent on voit des personnes qui se taisent ou bien par des comportements, soit ils valident toujours ce que les autres disent, mais on les entend pas toujours en retour. Donc à ce moment-là, il faut accorder la parole à tout le monde de façon assez équitable et aussi de mentionner que le but du mandat, c'est pas de prendre ou de juger, c'est justement aller chercher les éléments pour pouvoir se développer et avancer. Donc, et de comprendre aussi un petit peu ce qui se passe, la réalité aussi, pour qu'on aussi, soit on doit proposer d'autres interventions, qu'on puisse proposer les bonnes interventions, le bon suivi pour justement atteindre un objectif qui est l'objectif est comment, que ce soit pour la structure du partenaire, que ce soit les membres des partenaires. Donc, la réalité, c'est de comprendre ce qui se passe réellement. Et aussi, souvent, moi, j'ai eu affaire avec des présidentes, des élus qui, à un moment donné, prenaient trop de place aussi dans les discussions, qu'à un moment donné, il fallait que on mette un petit peu. Tout à l'heure, vous parliez des titres. Des fois, les mandats, ça touche pas les titres ou les postes, que vous soyez présidente, mais par contre, en tant que femme, par exemple, on parlait de genre. Quand on veut parler de genre et d'avoir une approche genre, on parle d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, quand on a cette approche genre, ça permet aussi de faire comprendre aussi que on peut venir retirer la hiérarchie, soit du poste, mais ça peut être l'âge aussi. Mais là, il y a, quand on parlait tout à l'heure, quand vous avez fait le brise-classe, il y a la considération, le respect, et ça, c'est des éléments qui sont importants à tenir en compte, tenir l'âge, et aussi ce que je mentionne, que par rapport à l'âge, il y a l'expertise. Donc, la personne peut ressortir son expertise qui peut être bénéfique pour les échanges, pour les discussions et pour avancer aussi dans des projets ou dans des initiatives. Donc, c'est important de tenir en compte la hiérarchie. C'est vrai qu'au Canada, il n'y a pas vraiment ça, mais dans les pays africains, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. Et il y a une façon aussi, c'est que chacun se sente à sa place et chacun puisse s'exprimer sans qu'il y ait justement un regard critique ou réprimander aussi. Donc généralement aussi, c'est la communication. Il y a une façon de communiquer qui est très importante et qu'il faut utiliser une communication qui est rassembleur, et puis aller chercher les leaderships aussi. Quand on parle de leadership, c'est au niveau des hiérarchies. Des fois, vous pouvez trouver du leadership. On a besoin de parfois un leadership jeune, de la jeunesse. Donc, à ce moment-là, il faut lui donner cet espace-là pour qu'il puisse s'exprimer, comme le leadership des anciens. Quand on est, par exemple, en milieu rural, ce sont les anciens, c'est les chefs de village, ce sont ce sont les mamas qui sont là, qui ont un poids dans certains cheminements, dans certaines décisions. Donc, le fait aussi de considérer ces niveaux hiérarchiques et de comprendre un petit peu le rôle aussi de ces élus hiérarchiques, c'est de savoir comment désamorcer pour pouvoir lancer une discussion ou des échanges où chacun ne se sentira pas lésé. Et même des fois, les uns et les autres peuvent apprendre des uns et des autres. Et ça, je le vois beaucoup dans les ateliers. Après plusieurs jours d'ateliers ou de formation, ça devient plus confortable à partir du moment où on respecte l'espace de chacun et la hiérarchie de chacun, tout en pouvant garder l'expression. Donc la communication est très importante, la façon dont on approche aussi ces hiérarchies, parce que quand on parle des hiérarchies, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, donc il faut parler de collaboration, consolidation, donc il faut être rassembleur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire
dans ça. Et aussi, essayer de temps en temps, s'il y a l'occasion de le faire, si maintenant c'est en formation, les moments de retard, les moments qu'on parlait dans la première recommandation, les moments de retard et ainsi de suite, c'est des moments aussi de discussion, d'échange avec tout le monde de façon individuelle aussi, qui permettent aussi essayer d'aller trouver s'il y a des malaises ou s'il y a des inconforts à s'exprimer ou pas. Et à ce moment-là, on peut voir comment faire pour justement s'adapter. Merci, Voilà. Madame. Merci beaucoup, merci. Je vais aller maintenant chez Jacob et là, je vais plutôt orienter. Tu as déjà parlé assez et dans les questions précédentes et j'aimerais que sur cette question que tu me dis si en Côte d'Ivoire, il y a une situation pareille, ok, à ta connaissance, et si c'est ça, comment ça a été résolu? Merci. Et merci beaucoup, Cécile. Déjà, je suis totalement d'avis avec tout ce que Mme Wade a avancé comme élément. Et je voulais ici dire que déjà, dans cette situation, on peut relever deux éléments. Les éléments, c'est l'accord apparent ou encore la question de la hiérarchie. Et aussi, comme Mme Wada le disait aussi, c'est que il faut adopter une attitude d'écoute, une attitude d'écoute pour que, avec des approches de façon, des rencontres de façon individuelle. Ici, en Côte d'Ivoire, particulièrement, on a eu un cas un peu similaire. C'était avec un de nos partenaires en région et le conseiller est venu, il devait travailler avec eux et le conseiller a émis des recommandations. Mais à ce niveau, le conseiller allait un peu plus loin. C'est-à-dire que dans ses recommandations, il allait même jusqu'à imposer, imposer qu'on on nomme certaines personnes à certains postes. Et donc, même dans Windows, pendant cette affectation en question, à la rencontre, le conseil a eu encore à évoquer ce point-là. Et les personnes concernées n'ont pas vraiment réagi. Et comme on le disait, ils n'ont pas réagi parce qu'ils ont gardé le silence. Donc, dans ce genre de situation, il y a l'attitude de silence encore qui peut se présenter. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est pour un signe de respect. Il y a du respect par rapport à la hiérarchie qui est en face d'eux. Mais après le départ de ce dernier, il s'est trouvé que malheureusement, la collaboration a pris un coup. Je vais te Notre poser une collaboration a pris un question, coup. s'il te plaît, avant que tu ne continues. Le cas dont tu viens de parler, où le conseiller a suggéré ou bien a proposé qu'on nomme des gens, comment est-ce que ça a été décanté? Ou bien c'est resté comme ça? Comment ça s'est fait dans la Oui, réalité? c'est là que j'allais en venir en fait. Dit que après cela, nous, à notre niveau, on a essayé de rencontrer le partenaire et on lui a fait savoir que peut-être qu'il n'a pas bien compris soit l'approche de Catalyst Plus. Donc, on lui a réexpliqué l'approche de Catalyst Plus, on lui a expliqué notre démarche et on lui a dit que on va voir aussi avec le conseiller. On va discuter avec le conseiller parce que vous avez vos priorités. Vous connaissez vos hommes. C'est un peu le cas de monsieur dont je parlais. En fait, le monsieur en question, il venait d'arriver au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au démarrage de la collaboration, il n'était pas là. Donc, c'était vraiment un nouveau qui n'avait pas connaissance de comment est-ce que les choses fonctionnaient. Donc, nous, dans notre niveau, on a rencontré ce monsieur en question, même au bureau ici, on a discuté avec lui et on lui a fait comprendre que c'est des situations qui peuvent arriver parce que n'ayant pas connaissance de la démarche de Catalyst Plus, de l'approche de Catalyst Plus, ça peut amener le conseiller à peut-être faire de telles propositions. Donc voilà comment on a parlé avec le partenaire et on a essayé de relancer la collaboration. Donc on a aussi fait comprendre aussi au partenaire qu'en fait, dans ce genre de situation, il est bon que chaque personne puisse au moins s'exprimer. C'est-à-dire que si on se trouve dans une situation où on donne des recommandations et que personne ne dit quoi que ce soit, ce n'est pas bon parce que la voix de tout le monde compte. La voix de chacun compte. Voilà, donc depuis cette expérience, ce que nous faisons maintenant, quand un conseiller doit travailler avec un nouveau partenaire surtout, on rencontre ce conseiller-là. On lui présente vraiment le contexte. On lui dit que c'est un nouveau partenaire. Et certainement, il ne maîtrise pas encore l'approche de Catalyst Plus. Donc, dans son approche, il n'a qu'à adopter cette attitude d'adaptation par rapport au contexte, de patience et de flexibilité. Et également, donner la possibilité
à toutes les personnes qui seront dans ces rencontres-là à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire quelque chose, soit en posant des questions de façon ouverte, ou bien en organisant aussi des rencontres individuelles pour avoir un peu la perception, la compréhension des uns des autres. Donc voilà un OK. peu, nous, à notre niveau aussi, Question. l'approche qu'on met en œuvre pour pouvoir éviter de telles situations à l'avenir. Merci, merci. Et je vais poser une petite question à vous deux. Vous allez essayer de répondre rapidement avant que je n'aille à une autre question. Attendez pour le cas 2. Cette question, j'aimerais qu'on l'évacue ici, qui est, est-ce qu'on devrait, ok, dans des situations pareilles, le cas que tu viens de donner, Jacob, et le cas que Madame Wada aussi a parlé brièvement, est-ce que c'est bon de tenir des séances de travail distinctes entre direction et subalterne, ou bien on continue toujours de mettre tout le monde ensemble? Quand la question de hiérarchie, certaines personnes ont des propositions à donner, à apporter, mais vu que l'hiérarchie est là, il reste muet. Et qu'est-ce que vous suggérez dans ces conditions-là? En une fraction, en une minute maximum, en une minute maximum, s'il te plaît, Jacob, et après, en une minute maximum pour Madame Warda, avant qu'on ne continue, s'il vous plaît. Merci. Mhm. Bon, dans ce cas précis, comme je l'ai dit, déjà nous, à notre niveau, avec les partenaires, on essaie d'expliquer aux partenaires l'approche du Catalyst Plus. Dans un premier temps, on a besoin de la participation de tout le monde. La participation de tout le monde, que ce soit dirigeant ou subalterne, dans les rencontres, parce que les mandats peut-être qui seront menés, il faut l'avis de tout le monde pour que ce qui va être fait, parce que, comme vous le savez, avec Catalyst Plus, on veut rendre l'organisation autonome. Donc, on leur donne les outils. Et donc, dans cette manière de travailler, c'est une co-construction, c'est un co-développement. Donc, véritablement, on a besoin de la participation de tout le monde. Donc, voilà comment nous, on procède avec le partenaire. Mais en amont, on a déjà des rencontres avec la direction, aussi expliquer, et puis aussi favoriser après, quand le moment d'affectation arrive dans le grand public pour que les choses se passent bien. D'ailleurs, même D'accord. parfois que le directeur m'a dit, bon, je ne suis pas là, en fait, comme si je ne suis pas là. Et dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez pour en fait, les décrisper un peu et Crisper puis la les permettre d'être à situation. l'aise. OK. Voilà, c'est ça. OK, merci. C'était une question de Monsieur Richard Leduc. Madame Warda, tu as quelque chose à ajouter ou bien on peut continuer? Ben, je vais un petit peu compléter ce que par rapport à Jacob. Bon, j'ai fait beaucoup de diagnostics, donc quand je fais les diagnostics, généralement, j'aime bien avoir plusieurs approches. C'est l'approche focus group, mais aussi individuelle. Et c'est rencontrer au niveau hiérarchique, si c'est un président, si c'est et les employés ou les membres, parce que comme il faut savoir, quand on est pour une structure qui représente des individus, la structure, elle est là pour représenter des individus. Donc, la hiérarchie, elle est très étendue. Donc, comme ça a été la dernière fois avec mon affectation en Côte d'Ivoire, on parle d'une structure qui représente des coopératives au niveau de tout le Bénin. Donc, on peut pas juste s'exprimer sans aller jusque sur le terrain. Donc, il y a différentes méthodologies, approches à faire. C'est l'approche peut-être individuelle, focus group, observation et aller sur le terrain, aller vers ceux aussi qui sont concernés parce que des fois, quand ils sont loin, on les entend pas. Donc, il faut la hiérarchie, il faut la comprendre. Et puis, il faut comprendre les enjeux qu'il y a au niveau de chaque hiérarchie et le rôle qu'elle joue et le rôle déterminant aussi qu'elle joue. Donc, des fois, une hiérarchie et une autre hiérarchie, si ça fonctionne pas trop, ça peut venir euh, mettre des obstacles ou freiner un développement. Donc, c'est important de comprendre les hiérarchies puis de les laisser s'exprimer. Et une fois de plus, c'est sans jugement. On n'est pas là pour juger et ça, on est là pour comprendre. Comprendre la dynamique de l'environnement du partenaire, comprendre les besoins réels du partenaire pour pouvoir mieux intervenir et c'est dans leur intérêt à eux, c'est un intérêt collectif, c'est un intérêt commun. Voilà. Merci. Merci beaucoup. OK. Alors, nous allons partir maintenant sur le cas numéro 2. OK. Le cas numéro 2 dit ceci. Une conseillère se rend dans une communauté rurale pour une affectation.
Elle commence l'atelier rapidement après son arrivée. Elle se présente en utilisant uniquement les prénoms et passe directement à l'ordre du jour. Le partenaire local lui explique qu'elle a involontairement paru brusque. Elle n'a pas salué officiellement le chef de village et a refusé la nourriture offerte avant la séance parce qu'elle n'avait pas faim. Certains membres de la communauté l'ont perçue comme une personne distante. Alors, pour ce cas, c'est Madame Pélagie, c'est Pélagie, ma consoeur, et Monsieur Sawadogo qui vont en débattre. Et je vais commencer par Monsieur Sawadogo pour nous dire son point de vue dans de pareilles situations. Merci. Le micro est fermé. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Un instant. Et ça se connecte. Et vous pouvez l'ouvrir. OK, là, C'est c'est bon. bon? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. OK, désolé. Oh là, il y a des échos partout. Je ne sais pas d'où ça vient maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a toujours les échos. On ne sait pas comment on va faire, mais bon, à l'impossible d'une est tenue. Donc, allons-y. Oh là là. Alors, on va faire maintenant. Est-ce que ça va mieux? La dernière partie, est-ce que ça va mieux? C'est bon, mais avant, ce n'était pas bon. OK, c'est bon maintenant. Oui, super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, d'accord. Alors, merci encore. Par rapport à la question, je voyais donc trois causes possibles qui ont créé ces difficultés-là. La première cause, pour le CV, la coopérante est très centrée sur les livrables de son affectation, plus que sur la dynamique du groupe. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième, c'est que clairement, il y a eu un manque de communication entre la coopérante volontaire et les partenaires, non seulement les représentants pays, mais avec son partenaire de travail. Et troisième observation, c'est qu'il y a quand même eu un non-respect des coutumes et des pratiques locales. Alors, si je reviens donc à la première observation, c'est-à-dire que une coopérante qui se concentre beaucoup sur ses livrables plutôt que sur la dynamique de groupe. Bon, c'est une attitude un peu des consultants, je veux dire les gens qui sont recrutés pour faire des travail avec dans des délais très stricts et des méthodologies très figées. Sont plus préoccupés par le livrable que par la manière dont on livre. Donc, dans ce cadre de coopération volontaire, de Catalyse Plus, je pense que c'est important de respecter et de valoriser les personnes du groupe et respecter les normes aussi. C'est des prérequis pour que les livrables soient appropriés et soient appréciés par les partenaires. Donc, c'est important de prendre le temps de bien se présenter et de demander au groupe de se présenter. Ça, c'est un investissement important, non seulement pour le succès de l'affectation, mais pour la coopérante volontaire elle-même. Donc, il ne faut pas escamoter cette étape-là. Deuxième constat, c'était l'insuffisance de communication. Ça, c'est intervenu, c'est un fait accompli déjà, mais s'il y avait une bonne communication entre l'équipe terrain de Catalyse Plus et le partenaire, ça aurait permis à la coopérante de ne pas sauter l'étape de salutation au chef et aussi de se présenter correctement en début de séance. En Afrique de l'Ouest, il est de pratique courante de procéder à une présentation exhaustive et formelle des acteurs à la première rencontre avec la coopérante volontaire. Au minimum, chaque participant donne son nom, son prénom, son titre professionnel, sa fonction, rôle dans l'organisation. Et la visite aux autorités locales, coutumières ou administratives sont aussi de rigueur en Afrique de l'Ouest, surtout en zone rurale. Le partenaire n'aurait pas permis à la CV de sauter la salutation au chef s'il y avait eu une bonne communication. Donc, n'oubliez surtout pas qu'on est aussi des ambassadeurs du Canada et dans la localité où on est affecté et que
votre partenaire peut obtenir des crédits ou de la reconnaissance pour son invité de marque, parce que vous êtes un invité de marque. Dans un milieu rural, des fois, on vous attend, vous êtes connu, on s'attend, on a des attentes. Donc, oh là là. Alors, j'ai encore... Non, 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 c'est bon, ça va. Non, c'était bon. Non, le micro est fermé maintenant. Sinon, c'était bon jusqu'à maintenant. Il faut ouvrir le micro. Sinon, c'était bon. Attends, je vais voir si je peux l'ouvrir. Ah non, je peux pas. Je peux pas l'ouvrir. Punk, tu peux voir si tu peux ouvrir le micro de Monsieur Siviri, s'il te plaît, parce que toi, tu peux le faire. Ah ouais, ouais, on n'entend pas. Oh, je ne Monsieur peux pas le faire. Siviri, vous avez refermé votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Alors, donc, je disais que si la troisième observation, s'il y avait eu effectivement une communication sérieuse, il n'aurait pas sauté l'étape de saluer les chefs et les choses auraient beaucoup mieux fonctionné. Mais quand même, on constate que, et c'est très heureux que le partenaire a fait l'observation et la remarque à la volontaire et qu'ils ont essayé de trouver des solutions. Et je crois que c'est effectivement la conduite à tenir et ça, on a pu rattraper. Alors, ce que je peux dire, qu'est-ce qu'on doit faire quand une telle situation se présente, que l'introduction est ratée, c'est vraiment pour la CV de montrer de l'humilité et de reconnaître qu'une erreur a été commise et qu'elle le regrette, que ce n'était pas intentionnel. Demander aux partenaires les solutions pour remédier à la situation et regagner le respect du groupe. Ce faisant, vous remontez dans l'estime du partenaire, qui sera un plaisir dans la plupart des cas de vous tirer d'embarras, et les arguments ne lui manqueront pas. Par exemple, au Togo, ma partenaire avait prétexté que voilà, on n'avait pas pu rendre visite au maire de la localité dès le premier jour de mon arrivée, tout simplement parce qu'elle s'était informée de l'agenda du maire et qu'il n'y avait pas d'endroit, donc il ne voulait pas embarrasser le maire en lui imposant une visite dont elle savait d'avance qu'il n'y aurait pas eu du temps. Alors, dans cette situation, le maire a très bien compris ça et il s'est excusé de n'avoir pas eu cette ouverture le premier jour, mais il était content de me recevoir et par le fait même, par la suite, pendant mon séjour, j'ai bénéficié de la voiture climatisée du maire pour me déplacer à certains endroits, aller rencontrer les femmes. Donc, on peut toujours rattraper. C'est très important d'être humble, de très important de reconnaître qu'on a fait des erreurs et de toujours chercher la solution locale avec le partenaire ou avec les gens de Catalyst Plus. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question-là. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Je note qu'avec l'humilité, on peut toujours rattraper le coup. Donc, on va partir maintenant sur la question au public. Et je sais pas si j'ai déjà des questions. Bon, la première, l'a déjà évacuée. Et il y a celle de François Cauchy qui dit qu'il n'aime pas être appelé expert parce que l'expert a toutes les réponses, mais lui il aimerait être conseiller, appelé ou bien présenté comme un conseiller. Et voilà, comme ça, on co-construit quelque chose, on n'a pas de solutions toutes faites, on est tous dans l'apprentissage et le fait de faire avancer les choses. Et qu'en pensez-vous? Et cette question sera pour... mais je pense que je suis ça allait un peu vite pour cette question. Donc, je pense que je vais d'abord donner la parole à Pélagie. Pélagie, s'il te plaît, faut revenir sur l'étude de cas, s'il te plaît. Voilà, avant que je n'aille, parce que cette question-là me brûlait déjà trop. Mais je patiente quand même. Je patiente. OK, vas-y, s'il te plaît. D'accord, Cécile, je ne veux pas trop tirer sur la question. Monsieur Sibiri a vraiment dit beaucoup de choses. Monsieur, il a de l'expérience sur le terrain, surtout dans nos pays. Alors, je voulais simplement mettre en exergue que le travail des conseillers
il y a une différence de travailler avec le partenaire lui-même et la communauté. C'est-à-dire, le conseiller vient chez le partenaire, mais c'est pour aller rencontrer la communauté. Alors, avec le partenaire, bon, ça passe. Mais dans la communauté, ce respect de la hiérarchie est tellement élevé. Alors, le respect donné au chef est vraiment souhaité car c'est lui le garant de la tradition et veut à tout moment qu'on le place dans son contexte et que les salutations passent vraiment par rapport au rang qu'ils occupent dans la communauté. Puisque quand nous venons, il y a le chef, les notables et autres de la communauté. Alors, chacun voudrait, comme on l'avait déjà dit en haut, qu'on le nomme dans sa tenue pour qu'il puisse avoir son autorité légitime et faire avancer le travail. C'est ce qui dénote aussi de la mobilisation qui va venir. Donc, la mobilisation qui va se faire après. Et sauter l'étape là peut être perçu comme non-respect, comme du non-respect à la dignité du chef ou de l'ignorance par rapport à leur rang. Le fait de refuser la nourriture dans une communauté, c'est vrai, il se peut qu'effectivement le conseiller ou bien la conseillère n'a pas faim. Mais comme vous le savez, chez nous en Afrique, refuser déjà la nourriture, c'est comme si on a une considération ou bien on se considère supérieur par rapport à celui qui l'offre. Simplement l'eau à boire. Donc, on se dit que ce geste disons que ce refus ne permet pas de nouer une relation. Déjà, la communauté ou bien le public devant se dit, ah, la personne ne veut pas manger notre nourriture. Se sentent déjà distants du conseiller. Alors, simple geste, même de goûter, déjà, c'est un pas pour nouer une relation entre le conseiller et le public afin pour l'atteinte des objectifs pour lesquels on est venu dans la communauté. Il faut dire que, comme monsieur Sibiri vient de le dire, pour un cas similaire que nous avons eu, mais qui n'a pas aussi fait effet, puisqu'on a su vite résoudre, c'est que le fait de refuser et de ignorer un peu certains aspects dans la communauté, le lendemain, la mobilisation a été tellement faible. Il fallait vite chercher à comprendre pourquoi la mobilisation a été faible, puisque les rendez-vous ont été pris par rapport à la disponibilité de la communauté. Ce n'est pas fait au hasard. Mais si en même temps, le lendemain, il y a une faible mobilisation, c'est qu'il y a un souci derrière. Alors, déjà, nous avons fait immédiatement recours aux leaders communautaires pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors, nous avons fait le pas, le partenaire, pour aller chez le chef pour s'excuser directement, afin qu'on puisse dire à la communauté que ce n'était pas intentionnel, comme on a dit. En même temps, chez le chef, notre boisson locale que nous appelons tchouk a été bu ensemble avec nous. Alors, le chef a retrouvé la confiance qu'il semblait perdre le premier jour. Et en même temps, dans le village, on a fait une mobilisation rapide pour continuer les activités. Donc, c'est sur ce point que je voulais vraiment insister, comme quoi il y a certaines normes qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Merci beaucoup, merci. Et j'ajoute que oui, refuser la nourriture, on peut le faire à certains moments avec tact, comme l'a dit M. Savadogo. Il y a certains, on fait avec, on est obligé. Mais ce qui est bien, qu'il faut noter, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, c'est que les choses, si vous faites le geste nécessaire, si on arrive à détecter rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pose les gestes nécessaires ou bien adéquats, les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Donc, ici en Afrique, comment on appelle ça, francophone, au sud du Sahara, les gens, face à l'étranger qui montre un pas vers l'autre, les gens ne gardent pas dans longtemps.
Donc, les dents, on ne garde pas dans longtemps, on excuse parce qu'on sait que c'est un étranger, donc il n'est pas censé tout savoir. Et le fait même d'aller pour savoir, ah, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, peut-être parce que je n'ai pas bien compris, il trouve que c'est déjà beaucoup, c'est une grande preuve d'humilité et ça se passe très vite. On va vous offrir des habits, on va vous offrir comment, à boire, et puis d'autres vont vous dire, bon, écoute, voilà, tu vas te marier avec ma fille, mais c'est juste façon de parler. Et puis ça rentre rapidement en ordre. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas pour se faire peur, mais tout se règle rapidement dès qu'on détecte et qu'on va on se met dans une posture de, on veut arranger les choses. Ça se passe très bien. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Et on va partir sur les questions-réponses. J'ai quelques, j'ai une question ici que j'avais déjà commencé avec notre conseiller François Cauchy, qui dit qu'il n'aime pas être présenté comme un expert, parce que l'expert a les réponses. Il veut être présenté comme conseiller. Le conseiller donne des idées, pas des solutions toutes faites. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je pense que je vais commencer par M. Sawadogo, après je vais aller chez Mme Warda et terminer par Jacob. OK. Une minute maximum chacun. Merci. Oh, OK, merci Cécile. Alors, oui, c'est très pertinent cette question-là. Effectivement, nos communautés, nos organisations ont le plus souvent l'occasion de voir des consultants qui sont en mission. Je parle par expérience parce que je travaillais avec la Banque mondiale où on envoyait des consultants et puis ils avaient un temps pour livrer tel produit. Donc, ils escamotaient tout ce qui était considération locale pour produire les résultats pour lesquels ils sont payés. Alors, s'agissant de la coopération volontaire, notamment dans le cas de Catalyst Plus, c'est important effectivement de se présenter pas comme un savant sauveur qui vient apporter le savoir sur un plateau d'argent, mais comme une personne qui vient accompagner et qui vient catalyser. Le mot catalyser est très important. Faire valoir les ressources et les connaissances locales pour qu'eux-mêmes trouvent la solution parce qu'après, ils s'approprient ce qu'ils ont appris avec toi, de peu que tu as apporté en plus. Des fois, c'est juste une question organisationnelle, mais ce que tu aurais apporté serait réellement intégré dans leur façon de faire et ça leur profite beaucoup plus que de produire un document, un papier ou un rapport et qui simplement va rester sur les tablettes et ne jamais être utilisé parce que ça n'a jamais été approprié. Donc, oui, d'accord, essayez d'insister, et même c'est très important pour les représentants pays et pour les partenaires d'insister que le CV est un conseiller. Il vient conseiller, il vient accompagner, il vient soutenir, il vient renforcer, mais il ne vient pas remplacer ni venir en tant que sauveur, savant sauveur. Merci. OK, merci beaucoup, Madame Warda. Ah, Jacob, j'ai une question pour toi plutôt. Donc, je laisse Madame Warda répondre à la question si elle a quelque chose à ajouter. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Sibérie a dit beaucoup de choses. On est des conseillers. On n'est pas, comme on l'a dit, on n'est pas la science infuse. Hein. On n'est pas là pour, on est là pour accompagner. Et puis, une fois de plus, comme j'ai dit dans les autres recommandations, on est là pour eux. On est là pour le partenaire. Et ils ont des pépites. Moi, je l'ai découvert en Côte d'Ivoire dans une structure. À la longue, on se rend compte que ils ont des pépites au niveau compétences que eux-mêmes ne se rendent même pas compte et qu'ils n'exploitent pas. Donc, et puis on apprend énormément. Moi, j'ai appris beaucoup de mes missions, que ce soit en 2015 avec ou sans Catalyst. J'ai appris énormément. Je le disais l'autre jour, la gestion du stress, moi, je l'ai appris grâce à la coopération internationale. Ils m'ont appris énormément de choses. Énormément de choses. La gestion du temps, on l'a d'une façon, eux, ils l'ont d'une autre façon, mais on n'est pas la science infuse, on est juste des conseillers, on est là pour accompagner, appuyer. C'est un échange professionnel, un échange culturel, un échange humain, surtout aussi. Ça, il faut pas l'oublier parce que nous sommes humains, mais on est en face des humains et puis on a chacun est unique et on doit s'adapter. Voilà. Merci. Là, je vais aller chez Jacob. Jacob, tu vas donner en une fraction de seconde ta réponse par rapport à la question de conseiller ou voilà, expert. Et après, tu vas bondir sur celle-ci qui dit, devrais-je considérer la présence ponctuelle de certains participants aussi importante que celle de ceux qui ont été assidus,
c'est pour toi. Donc, est-ce qu'on devrait considérer la présence ponctuelle de certains participants aussi importante que celle de ceux qui ont essayé assidus? Je ne sais pas si tu as aperçu un peu la question. Tu as aperçu la question? Oui, j'ai D'accord. reçu, parce que si Donc, la tu réponse n'est pas réponds claire, tu vas me à la préciser. première et puis tu reviens sur ça. Ça, c'est la question de Madame Ginette. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, Cécile. Sur la première question, je suis d'avis avec ce que les précédents panélistes ont avancé comme argument. Et je suis aussi d'accord avec M. Cauchy de cette préoccupation et de cette façon qu'il souhaite qu'on puisse les présenter. Alors nous, à notre niveau, effectivement, quand les conseillers arrivent et qu'on a les rencontres avec les partenaires, on essaie de faire la distinction entre le consultant et le conseiller volontaire. On dit que le consultant, comme vous le savez, ils ont l'habitude. C'est quelqu'un qui vient pour exécuter un programme ou un projet. Alors que le conseil volontaire, il vient juste pour donner des orientations. C'est pour cela qu'on insiste à ce que eux-mêmes ils participent, pour qu'à la fin, ils soient autonomes dans la façon de faire. Et comme ce sont eux qui maîtrisent mieux leur contexte et leur réalité, alors c'est en collaborant avec le conseiller que les solutions vont venir. Et ces solutions-là seront les solutions adaptées à leur réalité ici. Donc, autre chose que je pourrais peut-être dire sur ce volet, c'est que c'est vrai, M. Cauchy, lui, il a cette posture. Mais il arrive aussi qu'il y a des conseillers quand même qui, quand il arrive, ils n'ont pas cette facilité de reconnaître et de valoriser aussi parfois certaines compétences endogènes. C'est-à-dire que pour eux, ils viennent avec une solution toute faite, comme je le disais par exemple, le cas de ce conseiller, qui allait même jusqu'à vouloir recommander qu'on nomme ou bien qu'on mette d'autres personnes à cet emploi. Donc, quand c'est fait de cette manière, ce n'est pas très, très bien apprécié du partenaire. Mais aussi, sur cette question encore dit, il faut adopter toujours, en tout cas pour les conseillers, une posture de collaboration et de flexibilité que de plutôt imposer certaines idées. C'est pour cela que dans le formulaire de rétroaction, il y a une question où on demande quelles sont les deux recommandations, quelles sont les deux recommandations que vous avez retenues avec le conseiller ou bien qui vous semblent pertinentes. Parce que le conseiller laisse beaucoup de recommandations, mais ça au partenaire maintenant de dire les deux recommandations qui lui paraissent plus prioritaires ou pertinentes sur lesquelles il veut travailler. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, la solution viendra d'eux. Et la dernière question, si j'ai bien compris, il s'agissait de la participation. La participation d'un membre ponctuel. Bon, à son niveau, je peux dire ça dépend de la qualité. On l'a dit tantôt, de la question de la hiérarchie. Ça dépend de la qualité de ce participant. Il y a certains participants qui sont, si par exemple c'est un directeur ou c'est un responsable de la structure, certains viennent au début de la rencontre pour donner les orientations, pour encourager, pour motiver, pour planter, si vous voulez, le décor. Et parfois, si le conseiller a besoin de certains éléments, parce que, il y a aussi la question de disponibilité à cause de leur responsabilité qui fait que ce n'est pas tout le temps qu'il peut être présent. Mais quand il se trouve que le conseiller a besoin d'informations beaucoup plus, ou bien d'une prise de décision à un certain niveau, en ce moment, on a besoin de la participation de cette personne. Sinon, il y a des cas où les personnes viennent au départ, en cours de chemin, ils viennent pour voir un peu comment ça se passe, et puis à la fin, ils sont toujours là pour voir aussi ce qui s'est passé. Et à la fin, parfois, certains dirigeants de l'organisation nous disent, ah, voilà, je me rends compte que les membres de mon association ou bien de mon entreprise sont aujourd'hui capables de faire certaines choses à mon absence. Donc, parfois, l'absence, si vous voulez, la non-participation de certains dirigeants ou bien certaines personnalités permet à d'autres personnes, membres de l'organisation, de pouvoir donner le meilleur d'eux ou encore d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment relatif, je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Merci, merci Jacob. Je pense que, voilà, comme tu l'as dit, c'est ce que j'aimerais dire aussi, c'est en fonction de la personne vient c'est la qualité, il vient en qualité de qui, de quoi. Parfois, il n'est pas là. D'autres viennent juste à la restitution pour noter les recommandations et savoir à qui affecter la suite pour la mise en œuvre ou bien pour lever ces recommandations-là. Donc, on va pas on peut pas couper la poire en deux pour cette question, c'est au cas par cas. OK, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train d'atterrir là. On va aller vers la conclusion
s'il n'y a plus d'autres questions dans la question-réponse. Et je vais conclure cette session en nous invitant encore à prendre nos smartphones pour répondre à la question qui va s'afficher à l'écran. Je ne sais pas si la régie peut nous mettre encore le QR code et on va répondre à la question suivante. Quel est... Cécile, Oui, Cécile, désolée, nous n'avons pas le temps pour les Mentimeter ok, ok, maintenant. donc on Désolée. peut conclure alors. Ok. Oui, on peut aller à la conclusion. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, merci. Alors, pour la conclusion, je vais déjà vous remercier, remercier tout le monde et je voudrais quand même souligner que la collaboration réussie dans l'Afrique, en Afrique francophone, repose sur l'observation des normes locales, l'adaptation de la communication et du comportement au contexte, nous l'avons dit et redit ici, ainsi que sur un équilibre entre l'établissement de la confiance et le respect des protocoles. Et la bonne chose, c'est que les conseillers peuvent appliquer ces conseils dans les environnements gouvernementaux aussi, que ce soit au niveau communautaire, au niveau rural, afin de garantir un engagement respectueux et efficace culturellement. Et j'ajoute aussi que avec l'humilité, on arrive à rattraper les faux coups. Donc, l'essentiel, c'est d'être dans une dynamique où on peut toujours, on veut que les choses se passent bien et ça se fait aisément. Sur ce, je vais dire merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents, de nous avoir suivis. Merci aux quatre pénalistes, Pélagie, Monsieur Sibiri, Jacob, Madame Warda et à l'équipe de Catalyst Plus derrière qui nous ont aidés et à tous les conseillers et autres personnes qui ont suivi euh, ce webinaire avec nous. Nous sommes heureux et comme on l'a dit, vous allez retrouver ça sur Catalyst Plus et également sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Allez, merci, à très bientôt. Merci, bye bye. Merci. Bye bye.